de vœux à la presse qui me permettra d'évoquer directement les problématiques qui vous concernent, vous journalistes, et avant cela de dessiner un cap pour cette année 2013 à destination cette fois de l'ensemble des Français. Pour commencer, je vous souhaite à toutes et à tous, et à travers vous à l'ensemble de votre profession, une très bonne année 2013. J'ai une pensée, bien entendu, pour vos confrères disparus, blessés ou qui ont été faits prisonniers dans l'exercice de leur métier. J'adresse à tous les journalistes un message de soutien dans le travail qu'ils mènent dans certains endroits de la planète pour l'émergence de la vérité et de la transparence. Je ne vais pas m'attarder sur la situation actuelle de la France. Nos compatriotes mesurent par eux-mêmes à quel point elle est difficile à tout point de vue et à quel point le gouvernement socialiste de messieurs Ayrault et Hollande se révèle aussi incapable que le précédent gouvernement Sarkozy à redresser la barre. Soumis à tous les dogmes qui sont les œillères des élites françaises depuis des années, ce gouvernement n'est bien évidemment pas en mesure de tenir ses promesses et de régler les douloureux problèmes qui se posent à notre pays et à nos compatriotes. Chômage de masse, pouvoir d'achat en berne, précarité grandissante, immigration légale et clandestine en hausse constante depuis 10 ans, insécurité, communautarisme, école affaiblie, drame de l'isolement et de la solitude. Il manie l'enfumage sociétal, voudrait occuper pendant des mois les Français sur des sujets qui ne sont pas au cœur de leurs problèmes quotidiens et trouve face à lui une UMP encore en campagne interne qui joue le rôle de partenaire idéal dans la grande pièce de théâtre du système. Je fais semblant de taper, tu fais semblant d'avoir mal. En réalité, le gouvernement Ayrault n'est pas plus que les gouvernements Fillon, un gouvernement au sens réel du terme. Il ne gouverne pas, mais il gère. Et le président de la République, François Hollande, n'est pas un président au sens plein du terme, pas plus que ne l'était Nicolas Sarkozy. Il ne préside pas, il parle, il divertit, il meuble. Pourquoi, en effet, l'échec, la déception, la désillusion systématique après chaque alternance, avec de gros guillemets autour d'alternance? Les Français doivent profiter de cette année sans élection pour réfléchir posément à cette question de fond. Certains ont commencé de le faire, d'autres doivent maintenant ouvrir les yeux. Je leur livre mon élément de réponse. Chers compatriotes, les gens et les partis que vous mettez au pouvoir ne sont pas des responsables politiques. Ils sont des animateurs, des communicants chargés d'adapter, de soumettre la France à toutes les exigences de la mondialisation la plus sauvage. PS, UMP sont des partis de la mondialisation. Ce sont des partis mondialistes. Nous sommes, nous, le parti de la France. La mondialisation sauvage, c'est le règne absolu de la finance. C'est la disparition de toutes les entraves au commerce et au règne de l'argent roi. C'est donc la disparition des frontières économiques et la dissolution voulue des États-nations de leur vocation protectrice. Ce sont les délocalisations et chez nous le chômage de masse qui s'installe. C'est également le démantèlement des systèmes de protection sociale. La mondialisation sauvage, c'est le dogme de la concurrence libre et non faussée, et donc la disparition progressive de nos services publics, l'affaiblissement d'un État qui régule, la négation même d'un État stratège. C'est aussi la disparition des frontières migratoires. On le sait, le grand patronat est avide d'immigration pour faire baisser les salaires et dans la mondialisation sauvage, tout ce qui contribue à affaiblir l'unité des peuples est le bienvenu. Or, nous n'en sommes qu'au début de ces immenses vagues migratoires qui, évidemment, ne peuvent trouver de résolution sans une grande fermeté et qui sont poussées par une démographie galopante. Un article dans Le Monde, il y a quelques jours, indiquait qu'en 15 ans, la population de l'Afrique passera de 1 milliard à 2 milliards 300 millions. La mondialisation sauvage, c'est le nivellement par le bas, la course à la médiocrité,
et la vulgarité mercantile, et donc une école de la République rabaissée. C'est le règne du banquier et du technocrate à sa botte. C'est donc la mise à l'écart des peuples, de la souveraineté nationale et populaire et de la démocratie. C'est le modèle individualiste qui se réfugie dans une pseudo-appartenance communautaire. C'est le communautarisme à l'anglo-saxonne contre la nation et le sentiment national. C'est la mise au ban de la famille, des cellules protectrices de notre société. C'est une vision utilitariste et mercantile des rapports humains. C'est enfin un monde sous tutelle diplomatique et militaire de Washington, contre l'équilibre des forces, notre indépendance nationale et la voix de la France pourtant tellement attendue par les peuples du monde. Sur notre continent, le relais de la mondialisation sauvage est l'Union européenne, qui accélère plus que nulle part ailleurs dans le monde ses dérives. En toute logique, elle fait l'objet d'une vénération sans limite de la part du PS et de l'UMP. Je ferai, et nous ferons au Front National de 2013 l'année de la lutte contre la mondialisation sauvage et pour le réarmement de notre pays afin de lui donner une nouvelle espérance. Je l'ai dit lors de mes vœux aux Français à la Saint-Sylvestre, je veux faire de 2013 l'année du retour de la France. C'est cela que ça signifie. Oui, en 2013, nous serons la seule force qui luttera réellement contre la mondialisation sauvage, qui proposera un autre modèle patriote, national, moral et populaire. Un modèle qui vise à sortir le peuple français des griffes du désespoir pour le mettre sur le chemin du véritable progrès et de la libre conduite de son destin. Notre modèle est patriote et national parce qu'il se fonde sur la force de la nation. Une nation moderne et inscrite dans les réalités de son temps. Une nation forte et capable de se battre à armes égales dans les grandes batailles planétaires. Et pas une nation laissée à l'abandon dans une Europe à l'écart de la prospérité mondiale. Pas une nation tentée en permanence par la repentance, le pessimisme et finalement le repli sur elle-même. Notre modèle est moral, parce qu'il veut que la droiture et la transparence partout s'imposent. Sans morale publique au plus haut niveau de l'État, il est illusoire d'attendre de nos concitoyens en rupture avec nos lois qu'ils reviennent sur le droit chemin. Tant il est vrai que lorsque les peuples cessent d'estimer, ils cessent d'obéir. L'État doit agir avec la plus grande fermeté contre la délinquance et le crime. Mais il ne parviendra à pacifier les relations humaines que si les affaires de la France sont conduites de manière irréprochable, que si l'exemple vient du plus haut niveau de la puissance publique. La morale, c'est aussi la valorisation des cellules protectrices de notre société, au premier rang duquel la famille, institution vénérable et socle de notre modèle social. Notre modèle est populaire parce qu'il vise avant tout le bonheur des Français, de tous les Français, et pas seulement de ceux qui peuvent s'en sortir sans son aide. Notre modèle est entièrement tourné vers le peuple. Tout le peuple, qui doit participer plus activement à la vie publique. Nous voulons plus de démocratie. Nous voulons une intervention directe du peuple dans les affaires de la nation, dans les grands débats qu'elle doit trancher. Notre modèle est populaire aussi parce qu'il vise à renforcer les grandes libertés individuelles. Les Français ont perdu beaucoup de liberté ces dernières années et nous devons être très attentifs à redonner un sens à ce mot central de notre devise. Liberté d'entreprendre, liberté d'expression. Liberté de mener sa vie comme chacun l'entend dans le respect des lois, loin des fanatismes de tous ordres, loin de l'oppression qu'infligent toutes les idéologies radicales. Très concrètement, au-delà des chantiers dont je vous ai déjà parlé pour le Front National, à commencer par l'implantation locale qui est en cours et la nécessaire professionnalisation qui progresse, j'entamerai prochainement un tour de France de la lutte contre la mondialisation sauvage. Un tour de France de l'espérance nationale et populaire, un tour de France des oubliés. J'irai aux quatre coins de notre pays, mais aussi outre-mer. Dans le cadre de ce tour de France à la rencontre des Français, je ferai un déplacement thématique par mois. Je vous livre déjà quelques thèmes forts qui seront précisés tout au long de ce tour de France. La désindustrialisation, la solitude et l'isolement des personnes âgées, le soutien à la petite enfance et aux familles, les services publics, le désengagement de l'État dans nos départements, les ravages de l'immigration et du communautarisme, la sécurité en milieu rural, le soutien à nos jeunes talents. Je commencerai ce Tour de France par un premier déplacement d'ici quelques semaines dans un lieu chargé d'histoire,
véritable empreinte de la glorieuse histoire de France, j'y parlerai patrimoine, culture et civilisation française. J'ai choisi de débuter ainsi mon tour de France des oubliés pour m'imprégner de ce qui fait la France depuis des siècles, à travers les premiers temps, ses rois, l'Empire, puis la République, pour épuiser toutes les forces de notre pays. Et surtout, pour montrer aux Français que leur nation est une vieille et grande patrie, qui a toujours su rebondir dans les périodes noires de son existence et qui dispose de ressources extraordinaires pour prospérer et rayonner dans le monde entier. Je suis persuadé qu'il faut réapprendre aux Français leur histoire, leur redonner le goût de la fierté nationale, en laquelle chacun, comme moi-même, peut se ressourcer. Surtout, à une époque où les chefs de l'État français enchaînent mandat après mandat les pitoyables exercices de repentance collective. Ce Tour de France me permettra de parler directement à nos concitoyens et d'être en connexion directe avec leurs problèmes, loin, je l'ai dit, des exercices de style d'une petite caste parisienne. J'annoncerai en outre le mois prochain, en février, une grande initiative destinée à nos anciens, à nos retraités, qui ne nous ont pas suffisamment entendus ces dernières années et qui sont en train de comprendre à quel point les pouvoirs successifs leur ont menti, les ont trompés. Ce lien entre la jeunesse de France, cette nouvelle jeunesse patriote et nos anciens, je le veux fort. Je contribuerai avec le Front National à le rendre meilleur, encore plus fécond. Je souhaite conclure ces vœux en ayant une nouvelle pensée pour vous, mesdames et messieurs les journalistes. En effet, l'année qui vient de s'écouler a été marquée, comme les précédentes, par un très lourd bilan de votre profession sur le terrain. Parallèlement, je constate d'autres périls, tout aussi cruels, tout aussi mortels pour votre profession. Ces menaces ne font que s'accentuer, me semble-t-il, en ce moment. J'en veux, pour exemple immédiat, la concentration galopante dans la presse quotidienne régionale. 2012 a été marqué par la prise de contrôle des derniers fleurons du groupe Hersant, notamment par Bernard Tapie. Mais c'est bien en 2013 que nous pourrons, journalistes et simples citoyens, prendre toute la mesure de cette décision qui crée tout de même, il faut bien le dire, quelques inquiétudes au vu du curriculum vitae du personnage. Des patrons de presse quotidiennes régionales, il y en a, bien sûr, des sérieux. Pourtant, leurs ambitions, leurs appétits, leurs méthodes laissent planer d'autres inquiétudes. En un peu plus d'une décennie, une poignée d'entre eux sont parvenus à mettre en place ce qui ressemble de plus en plus à de véritables monopoles régionaux. Pour beaucoup de rédactions, ce partage du territoire s'est soldé par des restructurations. Après celle du groupe Sud-Ouest lancée en novembre, la dernière en date a été annoncée vendredi dernier au groupe La Dépêche. Une diminution du nombre de journalistes et la mise en place de plateformes communes à plusieurs titres. Si vous voulez bien me passer la comparaison, nous assistons à une uniformisation des titres de la PQR qui n'est pas sans rappeler le sort que certains industriels font subir à nos fromages à grand renfort de pasteurisation. Les étiquettes restent, les saveurs disparaissent. Il y a là un vrai danger pour l'information et donc pour la démocratie réelle, pour la diversité d'opinions qu'attendent légitimement les Français. Quelle en est la cause principale? Vous la connaissez, c'est le modèle économique de vos entreprises qui pousse à ces regroupements. Les diffusions sont en baisse tendancielle, reflet du déclin de la culture de l'écrit. En même temps, la publicité migre vers les médias, hors médias, et Internet, lequel ne peut pas constituer un relais de croissance pour les groupes de presse, l'habitude de la pseudo-gratuité plombant les espoirs de rentabilité. La conséquence logique, c'est que les entreprises ne veulent plus prendre de risques capitalistiques en France dans le secteur économique des journaux. D'ailleurs, il n'y a quasiment plus de grands patrons de presse. Le retour sur investissement est plus incertain que jamais. Alors, la presse passe de plus en plus aux mains de fonds d'investissement à la nationalité et aux intentions peu lisibles. Ou alors, les journaux appartiennent à des groupes financiers, ou encore, les titres tombent dans l'escarcelle de riches industriels qui soignent ainsi leur notoriété ou s'achètent la respectabilité, ainsi parfois même que le silence sur leurs propres affaires. Peut-on aussi exclure les acquisitions à but électoral? À l'évidence, non. Pas plus que les prédateurs récidivistes. Et c'est ainsi que nous voyons dans les quotidiens et plus généralement dans toute la presse d'information et d'opinion, quelle que soit sa périodicité,
plusieurs fois par an, des titres qui se concentrent, voire qui disparaissent purement et simplement. Parfois porteurs de marques anciennes, prestigieuses, patrimoniales pour la culture populaire française. Les rédactions qui subsistent, elles, subissent des cures d'amaigrissement sévères. Du coup, la censure et l'autocensure s'instillent insidieusement. On peut le déplorer, mais aussi le comprendre. Votre profession s'en trouve clairement touchée par la précarité et le chômage, du pigiste au permanent. Les journalistes sont souvent les premières victimes de ce phénomène que le Front National condamne comme une dérive du système que nous dénonçons. Car il s'agit d'un appauvrissement de l'esprit critique et du débat public, donc de la liberté civique et de la conscience nationale. Moi, présidente de l'un des principaux partis politiques de France ayant vocation à gouverner, réformer et redresser le pays, je veux que vous, journalistes, sachiez que je mesure vos difficultés. Vous me trouverez, au-delà des divergences d'opinion inévitables et souhaitables en démocratie, toujours de votre bord dans ce combat. Je forme enfin le vœu que dans un esprit de loyauté et avec un sens aigu de nos responsabilités respectives dans le fonctionnement d'une démocratie digne de ce nom, nous travaillons en 2013 en bonne intelligence au bénéfice exclusif des Français. Je vous remercie et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions sur l'actualité de ce début d'année 2013. Monsieur Mestre. À la presse, est-ce qu'ils vont en direction aussi de minutes? Monsieur Mestre, je reste toujours dubitatif sur les indiscrets, plus souvent faux que vrais, qui peuvent sortir de débats qui existent au sein des bureaux politiques. Maintenant, je ne vous cache pas que je trouve effectivement que le dernier article qui a été publié est inadmissible à plusieurs points de vue. Moi, j'avoue que je n'aime pas beaucoup les listes de dénonciation du type de celles qui ont été rendues publiques par minute. Voilà. Madame Eugène, Monsieur Collard, ce matin, a déclaré que M. Péillon il allait marcher sur le pied gauche. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces propos et comment vous positionnez-vous par rapport à la polémique sur le mariage. Bon, écoutez, Gilbert Collard a son franc-parler. C'est aussi pour cela qu'il est souvent entendu. Hein, c'est un personnage et vous le savez. Mais je ne vois pas le rapport avec la polémique sur le mariage pour tous. En l'occurrence, il s'agit là de la polémique totalement artificielle et volontairement lancée comme une provocation par M. Péillon. Je pense qu'elle contribue à renforcer l'analyse que je fais de l'utilisation de ces sujets sociétaux par le gouvernement. Je pense que François Hollande cherche à tout prix à réactiver, y compris par ce type de provocation, le vieux clivage gauche-droite tellement plus confortable, somme toute, pour les partis que sont le Parti socialiste et l'UMP. Ce vieux clivage qui permet à chacun d'essayer de ramener les brebis égarées, c'est-à-dire au bercail, c'est-à-dire faire taire les divisions dans leur propre camp respectif. J'ai dénoncé cela. Et le fait que M. Péillon cherche à réactiver, sans grand succès, il faut bien le dire, la guerre des écoles, me paraît correspondre tout à fait à l'analyse que je fais de la stratégie qui est mise en œuvre par le gouvernement Hérault-Hollande. Voilà. Sur la manifestation, vous paraissez quand même très prudent. Votre prise de position personnelle est très prudente. On a l'impression que vous ménagez un peu les motifs de la situation. J'ai lu, vous voyez, j'ai lu hier un certain nombre de papiers qui, je crois, ont commis une énorme erreur d'analyse. J'avoue que j'ai été un peu étonné, je ne vous cache pas, qu'il y ait eu hier un bureau politique du Front National où j'ai proposé une motion que j'avais rédigée à l'adoption
Cette adoption a été effectuée sans aucune voix discordante. Par conséquent, l'ensemble du bureau politique était parfaitement d'accord sur la position exprimée dans cette motion. Et j'en ai lu des analyses qui tiraient la conclusion que le bureau politique était divisé. Alors j'avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre comment est-ce que certains ont pu en arriver à ce résultat, alors qu'au contraire, je crois que la position est très claire, elle a été très clairement affirmée, et je vous la rappelle, le Front National n'appelle pas à manifester. En revanche, des élus, des militants et des sympathisants du Front National ont exprimé le désir de manifester, ce qui est leur plus stricte liberté, et ont exprimé le désir qu'il y ait, pour pouvoir qu'ils puissent manifester ensemble, un lieu de rendez-vous, ce qui a été donné hier dans le cadre de la motion adoptée par le bureau politique et qui a été rendue publique. Voilà, il n'y a donc ni division, ni contradiction. J'ai exprimé moi-même personnellement les raisons pour lesquelles je ne manifesterai pas dans un communiqué qui m'apparaissait également extrêmement clair vendredi dernier. Je crois qu'il ne faut pas chercher, encore une fois, de division, ou là où il n'y en a pas. Je sais qu'un certain nombre sont tristes. Je comprends bien que quand il y a des divisions, ça permet d'écrire des papiers et puis ça donne un petit peu de corps. Mais en l'occurrence, je suis désolé de les décevoir. Il n'y a pas de division au Front National, ni sur le fond d'ailleurs, parce que il ne faudrait quand même pas que la forme prenne le pas sur le fond, hein, ni sur le fond, ni d'ailleurs sur la forme. Le fait qu'un certain nombre de cadres, de militants, peut-être nombreux, défileront dimanche, mais que le chef du parti, vous la présidente, ne soyez pas présent, est-ce que ça vous semble normal? Oui, je crois que justement parce que je suis la chef du parti, je dois pouvoir, par mon absence, lancer un signal politique, un message politique aux Français. Et ce message politique, je l'ai exprimé, cette absence est en quelque sorte symbolique, elle a vocation à donner un éclairage sur le piège dont je viens de vous parler qui est, je crois, monté en accord, il faut bien le dire, entre le Parti socialiste et l'UMP. Maintenant, ça n'a aucune conséquence sur le fond, puisque je l'ai dit et rappelé, le Front National est contre le mariage homosexuel, l'adoption par les couples homosexuels. J'ai été, je vous le rappelle tout de même, une des premières, il y a déjà un certain nombre de semaines, sans que les autres partis d'ailleurs s'en fassent écho, à avoir effectué des communiqués sur ces sujets. Dès, je crois, le mois de juillet, vous voyez, dès le mois de juillet 2010, pas 2008, 2010, je faisais un communiqué à la suite d'une décision de la Cour de cassation qui avait accepté dans un arrêté de prendre en considération un jugement d'adoption prononcé aux États-Unis au bénéfice d'un couple homosexuel. À l'époque, on ne parlait pas de cela, et bien nous, au Front National, nous en parlions. J'ai effectué, il y a en octobre, un communiqué rappelant que le Front National a toujours défendu la famille et que nous nous opposions à ce projet de loi. Par conséquent, encore une fois, ceux qui veulent voir des divisions là où il n'y en a pas, le feront, mais je pense qu'ils commettront une erreur d'analyse. Un certain nombre, il est évident qu'il n'était pas question d'empêcher des cadres, des élus, des militants, des sympathisants d'exprimer par cette manifestation leur opposition. Je crois que c'est la liberté justement de chacun de le faire ou de ne pas le faire. Je ne pense pas qu'il tombe dans un piège. J'attire l'attention des Français sur le piège politique. Non pas que représente cette manifestation en elle-même, si vous voulez, mais que représente l'enfumage que constitue ce débat qui a pris toute la place. On voit bien que derrière cela, encore une fois, il y a la volonté de recréer le clivage gauche-droite sur des sujets dont vous admettrez avec moi qu'ils ne sont pas urgents dans la résolution des problèmes quotidiens des Français. Je ne voudrais pas que ce piège persiste
et que l'on passe l'ensemble de l'année 2013 à discuter de sujets lancés par un parti dont j'ai dit qu'il n'était plus le parti socialiste mais le parti sociétaliste, et qui a trouvé là une veine bien commode pour ne pas que l'on voit trop qu'il est absolument incapable d'apporter les réponses au chômage de masse, incapable de s'opposer aux diktats de l'Union européenne, incapable d'empêcher la multiplication des fermetures d'entreprises, les transferts de technologies, les délocalisations, incapable de juguler une insécurité qui est galopante, et notamment une explosion des braquages, qui aujourd'hui est un sujet d'inquiétude considérable chez les Français, incapable enfin de mettre en place la moindre mesure pour faire face à un péril qui est un péril de plus en plus important et qui est celui d'une immigration massive dont aucun des éléments qui sont à notre disposition au niveau mondial ne peuvent nous laisser penser qu'elle va se réduire. Au contraire, tous les éléments nous laissent penser qu'elle va s'aggraver. De renvoyer dos à dos l'UMP et le PS dans bien des domaines, notamment économiques et sociaux, mais sur cette question particulière du mariage homosexuel, n'avez-vous pas le sentiment qu'il y a bien un clivage entre la droite et la gauche sur ce sujet précis? Écoutez, je ne le crois pas, puisqu'il semblerait qu'un certain nombre de personnalités de l'UMP soient favorables au mariage homosexuel, et l'ont exprimé d'ailleurs. Donc, il en est de même au sein du Parti socialiste, où il existe des personnalités qui sont opposées à ce mariage homosexuel. Bon, par conséquent, le seul mouvement qui, encore une fois, a une cohérence et une unité sur ce sujet, c'est le Front National. 50-50 au Front National. Non mais, attendez, non, mais madame, il a été question... Mais madame, je trouve cette question scandaleuse. Parce que je la trouve scandaleuse. Voilà. Parce que un certain nombre d'analystes en soient à évoquer l'existence d'un lobby qui aurait donc sur moi une influence, voilà, qui influencerait mes choix. Ben, d'abord, c'est bien mal me connaître. Deuxièmement, c'est fixer en quelque sorte les gens en fonction de leur orientation sexuelle. Il me semblait qu'on ne faisait pas ce genre de choses. En tout cas, nous ne le faisons pas au Front National, voyez-vous. Nous ne mettons pas les gens dans des cases en fonction de leur orientation sexuelle, et nous ne considérons pas qu'a priori, ils seraient pour le mariage homosexuel au motif qu'ils seraient homosexuels. Je trouve que c'est une vision absolument caricaturale et objectivement assez scandaleuse. Alors, c'est bien mal me connaître, car, encore une fois, je crois que je suis absolument imperméable à l'influence de tout lobby, et d'autant plus quand celui-ci n'existe pas. Mais pourquoi voulez-vous? Mais madame, est-ce que vous voyez que vous êtes en train... Vous voyez, madame, votre propos est très symbolique et révélateur du piège que je dénonce. Vous voyez? Il est très révélateur et très symbolique. Parce qu'en quelque sorte, cette manifestation est devenue l'alpha et l'oméga. Dans vos propos... on a le sentiment que ceux qui ne vont pas à la manifestation seraient donc tous pour le mariage homosexuel. Et puis d'autres, de manière aussi scandaleuse, considèrent que ceux qui y vont sont tous homophobes. Eh bien moi, voyez-vous, je m'oppose à cette vision que je trouve une fois de plus caricaturale et scandaleuse. Je suis, et je l'ai dit à de multiples reprises et pas depuis hier, contre ce projet de loi, dont je dis d'ailleurs qu'à la différence d'autres fléaux qui frappent notre pays, il est réversible. Ce qui n'est pas le cas des délocalisations dont je parlais tout à l'heure, pas le cas des transferts de technologie, pas le cas des pertes de savoir-faire liées à la fermeture des entreprises, pas le cas d'un des grands fléaux qui touchent la France, un des principaux peut-être qu'est l'immigration. Mais encore une fois, je considère que participeront d'ailleurs à cette manifestation des corps constitués, notamment l'UMP, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils portent une très lourde responsabilité.
dans l'affaiblissement de la famille, dans l'affaiblissement de l'école. Et j'ai été d'ailleurs amené à rappeler que c'est sous la houlette de Luc Châtel, ministre de Nicolas Sarkozy, que les portes des écoles ont été ouvertes au micro-lobby LGBT pour aller diffuser auprès de nos enfants la délirante théorie du genre. Voilà. Ce que je voudrais, madame, c'est que, par mon absence, un message soit lancé aux Français en disant « Évidemment, on peut se scandaliser d'un article critiquable du règlement intérieur de la prison. Mais ce qu'il faudrait, c'est que le débat sur le règlement intérieur de la prison ne cache pas que nous sommes en prison. Et qu'il faut continuer à lutter contre la prison qu'est devenue la France. Et qui prive les Français de l'ensemble de leur grande liberté. Et notamment de la capacité de choisir leur destin. Voilà le message que je veux faire passer à cette occasion. Vous faites vos vœux à la presse et on vous remercie. Mais le mois dernier, vous avez refusé l'entrée d'un journaliste de l'AFP pour prendre des photos. Je prétexte que ça était trop moche. Est-ce que en 2013, tous les journalistes et tous les photographes auront accès au meeting? Non, madame, vous voyez, ça a eu une conséquence puisque nous avons réussi à obtenir un rendez-vous. Je trouvais tout de même étonnant de ne pas réussir à obtenir un rendez-vous pour régler des problèmes de travail légitimes. Ça peut arriver d'avoir des problèmes de travail entre une grande agence de presse et un mouvement politique. Je trouvais porte close. Eh bien, la porte s'est ouverte, ce rendez-vous aura lieu d'ici peu, et j'espère par conséquent que nous pourrons redémarrer l'année 2013 dans de bonnes conditions. Bon, je tiens à vous dire d'ailleurs, bon, c'est pour l'anecdote, mais pour que ne soient pas diffusées des informations fausses, qu'en l'occurrence le photographe en question n'était pas en cause, qu'il s'agissait de l'agence qui en l'occurrence était en cause et pas une personne en particulier, contrairement à ce qui a pu être dit. Les problèmes arriveront, peut-être. L'important, c'est de trouver les voies pour les résoudre. Vous dites qu'il y a unanimité chez les cadres du FN, en tout cas sur la question du mariage homosexuel, mais les militants apparemment sont divisés. 1 sur 2, ils seraient favorables ou presque. Ça veut dire qu'ils peuvent se reconnaître dans le parti. Mais, madame, j'ai réuni autour de ma candidature 6,5 millions de Français. Vous imaginez bien que ces 6,5 millions de Français représentent, bien entendu, la diversité du corps électoral français et sociologique français. Je pense qu'il y a une partie de nos électeurs qui surtout considèrent qu'il y a des sujets qui sont plus prégnants, plus urgents pour eux, et qui ont des inquiétudes, si vous voulez, qui ne portent pas, il faut bien le dire, sur l'adoption ou la non-adoption de la loi sur le mariage homosexuel. Mais un parti politique, si vous voulez, n'est pas là non plus pour suivre ses électeurs. Il est là pour donner son opinion, son avis, ses convictions profondes. Et il peut arriver que sur un certain nombre de sujets, notre électorat puisse être, par des intérêts ou par, comment dire, différence d'opinion sur les priorités en divergence, qu'il y ait des sujets qui soient, où les électeurs soient divisés. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est le cas pour d'autres sujets. Je pense par exemple à la peine de mort. Où là, pour le coup, effectivement, il y a des opinions qui peuvent être divergentes. Je crois que c'est assez classique et qu'il n'y a pas grand-chose comme analyse, si vous voulez, à en tirer. Y a-t-il... J'ai même été la première à le demander. J'ai été la première, il y a plusieurs mois, à réclamer justement un référendum sur ce sujet. Il m'apparaissait que les Français devaient pouvoir s'exprimer sur un sujet qui touche à l'intime tout de même. Hein. J'ai d'ailleurs réitéré cette réclamation lors du rendez-vous
qui m'a été accordée comme présidente du Front National par le président François Hollande. Je lui ai dit qu'il m'apparaissait qu'il s'agissait là d'un sujet qui méritait, pour pouvoir faire entendre la voix des Français, qui méritait l'organisation d'un référendum. Donc nous avons toujours été extrêmement clairs sur cette réclamation. Sociétal, Non, je ne crois pas. Non, je crois pas du tout. Non, je crois pas du tout. Je ne pense pas du tout que ce soit un sujet trop lourd. Bien au contraire, ça me paraît être un sujet qui correspond vraiment à ceux qui peuvent être mériter l'organisation d'un référendum. Et encore une fois, ça n'est pas. Je veux dire, ça n'est pas une nouveauté, hein. Ça fait depuis de nombreuses semaines que nous parlons, nous réclamons cela, bien avant que M. Wauquiez en fasse une de ses préoccupations. François Hollande ne veut plus du parrainage citoyen pour la présidentielle, vous devez être déçu. Écoutez, ça dépend. Quelle est la solution qu'il va proposer? Lors du rendez-vous que nous avons eu, il m'a semblé que le président de la République était parfaitement conscient de l'imperfection profonde du processus actuel, c'est-à-dire le parrainage des maires avec la publication de la liste des maires. Nous en avons d'ailleurs assez longuement discuté. Il n'en demeure pas moins que ce parrainage citoyen était mieux que le parrainage des maires avec la publicité de la liste, mais n'était pas parfait. Pour une raison simple, que j'ai exprimée d'ailleurs au président de la République, c'est que lorsqu'un processus tel que celui-là se met en œuvre, il faut que chacune des parties puisse avoir la possibilité de surveiller les opérations. Or, l'organisation qui avait été envisagée visant à envoyer ces parrainages citoyens aux préfectures ne permettait pas aux candidats de pouvoir opérer dans des conditions normales une surveillance sur les envois qui étaient effectués. Donc je crois que c'est parce que cette idée était extrêmement difficile à mettre en œuvre que le président l'a abandonné. Ce que j'espère aujourd'hui, c'est que le président de la République revienne à la première conception du parrainage des maires, à savoir le parrainage anonyme des candidats à la présidentielle par les maires. Voilà, donc j'attends pour me prononcer de savoir quelles seront les propositions qui seront les siennes. Y a-t-il d'autres questions? Non. Voilà, Marine Le Pen, on a fini avec ses vœux à la presse pour 2013. Et vous l'avez entendu, quasiment l'intégralité des questions qui ont été posées à Marine Le Pen par les journalistes tenaient sur ce projet de loi sur le mariage pour tous qui sera débattu fin janvier à l'Assemblée nationale et puis qui viendra ensuite au Sénat. Marine Le Pen qui a évidemment annoncé qu'elle était contre ce mariage pour tous et qui a rappelé la position du Front National. Pas de manifestation, en tout cas qui n'appelle pas à la manifestation dimanche prochain en France où plusieurs milliers de personnes sont annoncées pour cette grande manifestation. Elle a également critiqué beaucoup la politique du gouvernement de Jean-Marc Ayrault et celle de François Hollande, accusant sur ces thèmes de société d'enfumage de la part de François Hollande. On en a fini avec le parti politique. On retrouvera un autre parti politique jeudi prochain à 12 h, celui de Jean-Luc Mélenchon pour le Front de Gauche. On aura entendu juste avant les vœux pour l'Assemblée nationale du président Claude Barthelone. On vous donne rendez-vous, nous, à 18 h pour entendre le président de la République, François Hollande, en direct de l'Élysée. Il s'exprimera pour les vœux concernant les autorités religieuses. Bonne journée à tous sur les chaînes parlementaires. À tout à l'heure.